Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, c'est l'épisode 89 du podcast. On parle avec Aurélia Michel de son livre Très fort, qui replace l'esclavage au cœur des 5 derniers siècles d'histoire. Vous retrouvez toutes les références bibliographiques mentionnées sur le site paroledhistoire.fr et vous pouvez nous suivre ou nous contacter en ligne, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, @paroledist. Merci et très bonne écoute. Je suis aujourd'hui avec Aurélia Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Paris Diderot et vous avez tout juste publié un livre tout à fait remarquable, Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial aux éditions du Seuil, un livre sur plus de 5 siècles d'histoire avec au centre la question de l'esclavage, un livre qui fait beaucoup réfléchir, qui me paraît à la fois très virtuose dans son argumentation et aussi, je pense, très important dans ce qu'il dit du passé et de nos sociétés et des héritages de l'esclavage dans nos sociétés. On va essayer d'en discuter ensemble. Et peut-être pour commencer, je voulais vous demander quel a été votre projet avec ce livre, qui a quelque chose d'inhabituel, il paraît directement en poche, il mobilise énormément de champs différents, y compris parfois qui s'éloignent de votre cœur de spécialité, l'Amérique à l'époque coloniale. Comment vous avez conçu ce livre ? Oui, c'est un livre qui est une réaction en fait, et qui vient plutôt de mon travail d'enseignante plutôt que de chercheur, parce qu'effectivement je suis spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine contemporaine, qui est une réaction notamment après les attentats de 2015, en direction, disons, des enseignants du second degré qui étaient un petit peu saisis par notamment la ministre à l'époque, pour réagir à cette question du racisme dans la société de façon très... j'avais trouvé à l'époque très compliquée pour les enseignants, peut-être périlleuse même. Et donc le premier projet, c'était de construire un matériel pédagogique, un récit dont les collègues pouvaient s'emparer facilement, pour mener une véritable réflexion sur le racisme et sortir de toutes les impasses en fait qu'on peut retrouver dans les conversations du style ça c'est raciste mais ça c'est pas raciste, est-ce que ça c'est du racisme, est-ce que le racisme anti-blanc existe, est-ce que l'islamophobie c'est du racisme, etc. Et notamment dans les salles de classe, parce que les élèves s'interpellent souvent sur ces thèmes-là, et donc le projet de base c'était ça, c'était de fournir un matériel, un récit pour ses collègues. Et d'ailleurs, la trame du livre, je l'ai conçue en fait dans le contexte d'une formation à destination des enseignants, que j'assure toujours d'ailleurs. Et du coup, on retrouve aussi dans les différents chapitres du livre quelque chose qui peut être réutilisé, notamment parce que les programmes scolaires font en partie une place à l'esclavage, une place aux questions de migration, de colonisation évidemment, donc c'est aussi quelque chose que vous avez eu en tête ? Oui, tout à fait, et c'est d'ailleurs peut-être le plus important, c'est que depuis la loi Taubira et donc 2001, et donc l'apparition dans les programmes scolaires, même l'obligation dans les programmes scolaires de traiter cette question de l'esclavage et de la traite atlantique, il y a bien sûr eu une progression dans le savoir, la diffusion de ce savoir, y compris on le sent chez le public étudiant qui arrive en licence d'histoire aujourd'hui, ça a changé. Cela dit, bien que toutes les évidences soient disponibles, bien que tous les ouvrages que je cite sont connus, bien sûr, de la communauté des historiens, il n'y a pas de scoop dans ce livre. Je traite le sujet avec une bibliographie existante. Eh bien, malgré l'accessibilité de tout ce savoir, il manquait une façon de pouvoir s'approprier cette histoire et de comprendre au fond que la question de l'esclavage est absolument centrale dans la construction de nos sociétés, dans notre conception même de la citoyenneté, de la démocratie, etc. Et c'était ça qui était, en quelque sorte, inabouti avec l'application de la loi Taubira. Alors est-ce que peut-être on peut prendre un ou deux exemples pour montrer en quoi c'est central, parce qu'il y a évidemment beaucoup de gens qui connaissent ces questions, qui sont tout à fait prêts à vous suivre, et puis il y a des gens qui pourraient être beaucoup plus rétifs en disant finalement reparler toujours de l'esclavage, c'est un thème de minorité, c'est quelque chose qui est pas si central, c'est pour culpabiliser le passé. Là je prends volontairement je me fais le porte-parole, disons, d'une vision très particulière mais qui existe dans le débat public, qu'on entend parfois s'exprimer. Alors en quoi est-ce que c'est central pour nos sociétés contemporaines ? Oui, mais vous avez tout à fait raison de signaler cette posture, cette position, parce que un des problèmes pour conduire des débats et des discussions sur le racisme, c'est de limiter cette question en quelque sorte à une histoire des personnes ou des groupes qui sont victimes du racisme, les racisés ou les victimes, etc. Et
et d'en faire à ce moment-là une histoire périphérique. Et d'ailleurs, périphérique, culpabilisante, parfois avec, comme on entend l'expression de la contrition, bon. Alors que, au contraire, c'est absolument pas périphérique. Si on regarde le fait que la race est directement, enfin c'est ce que j'essaye de montrer dans le livre, la continuité, la mutation de l'esclavage, eh bien l'esclavage est au cœur de notre construction européenne, d'abord sur un plan économique. L'Europe moderne, à partir du XVIe siècle, se construit dans son entreprise coloniale, qui repose en grande partie sur la mise en esclavage de populations qui vont produire des richesses dans cette économie européenne. Et donc, le développement même des États-nations, de l'État moderne, des économies modernes, est absolument indissociable de l'économie atlantique et donc esclavagiste. Et ça, vous en donnez un certain nombre de traces. Quand on voit des institutions ou des traces matérielles de cette période, vous citez à un moment les façades de la place Vendôme et de l'hôtel Ritz, vous citez aussi la grande compagnie d'assurance britannique, la Lloyds. Ce sont des choses qui ont été construites historiquement, matériellement, par la traite et par l'esclavage. Absolument. Pour reprendre cet exemple, les compagnies de traite, les compagnies coloniales qui produisent donc aux Antilles, en Amérique du Nord, dans les régions de plantation, sont un des piliers des fortunes les plus importantes en Europe. Et pour ce qui concerne la place Vendôme, il s'agit d'Antoine Crozat, qui est un des principaux banquiers du roi, Louis XIV, et qui assure donc, dont la richesse repose en partie sur la compagnie, des compagnies négrières et des compagnies de production, de colonisation dans cette région. Et donc, on peut même ajouter à la liste que le palais de l'Élysée, en partie, a été construit avec ces fortunes. Donc c'est pour dire la centralité de cette économie coloniale, et c'est effectivement le cas aussi de la Lloyds qui s'est développée sur l'économie coloniale, on va dire. Alors ça, ce sont des traces contemporaines, mais pour faire cette histoire, il faut quand même remonter aux origines, et notamment aux origines de l'esclavage, et d'une certaine manière, tout livre sur l'esclavage affronte la définition de l'esclavage, qui est une définition pas simple. Ce qui m'a beaucoup intéressé en vous lisant, c'est que vous avez recours à l'anthropologie, vous avez recours aux travaux de Claude Meilhassou pour montrer que l'esclavage, c'est pas simplement l'opposition du libre et du non-libre. Il y a une autre dimension qui permet de le penser en lien avec le travail, de le penser en lien avec sa place dans la société. Est-ce que vous pouvez peut-être éclairer comment vous avez construit votre conceptualisation à partir de ces travaux? Oui, la dimension anthropologique, elle est très importante pour comprendre aujourd'hui comment la question de la race est encore très active, très agressive dans l'actualité de nos sociétés, parce que justement, c'est pas simplement une dimension économique dont on peut reconstituer le fil, mais une dimension anthropologique. Et cette dimension, elle est éclairée par effectivement les recherches de Claude Meilhassou, qui était un anthropologue des sociétés ouest-africaines, publié dans les années 80, avec un apport considérable qui est sur la définition anthropologique de l'esclavage. Et c'est une définition qui est largement reprise par les historiens, notamment les historiens de l'Antiquité. Et cette définition, elle est simple, elle ne part pas en fait ni du statut de l'esclave qui peut varier d'une société à l'autre, ni de ses attributs, c'est-à-dire est-ce qu'on peut le posséder en propriété, est-ce qu'on peut l'épouser, voilà, qui effectivement, là aussi, il y a beaucoup de variations dans toutes les sociétés. Mais le point central qui est traduisible en fait dans tous les systèmes esclavagistes, c'est que dans toute société, l'esclave ne peut pas participer à la parenté, c'est-à-dire être un parent dans la société dans laquelle il travaille. Et ne pas être un parent, ça veut dire ne pas pouvoir transmettre l'attribut, le statut qui correspond aux membres de cette société, un adulte dans une société. Et cette impossibilité de transmettre l'attribut de la citoyenneté, par exemple, l'exclut de manière radicale, fondamentale, de l'humanité, du groupe, en réalité. Et cette caractéristique, elle s'applique effectivement aussi au monde européen moderne qui a recours à l'esclavage. Alors c'est là où on trouve un des éléments qui m'ont le plus frappé en vous lisant, c'est que on a l'habitude de dire que l'esclave est le non-libre par excellence, et en réalité dans l'économie de plantation qui s'élabore au début de l'époque moderne, d'une certaine manière l'esclave c'est le travailleur le plus libre, dans le sens où, vous le montrez, il est libre
par rapport à ce que vit le serf, ce que vit le paysan corvéable d'Ancien Régime, qui est pris dans les contraintes de l'Ancien Régime. L'esclave, en quelque sorte, il est pur matériau capitaliste, il est libéré des pesanteurs d'une économie pré-capitaliste, en quelque sorte. Oui, absolument. C'est d'ailleurs peut-être une condition de ce qui sera ensuite le capitalisme. C'est que l'esclavage, c'est une institution, un procédé aussi, qui permet de détacher en quelque sorte le travail, l'effort du travail, de la personne qui l'assure, c'est-à-dire la personne au sens social. Le travail de l'esclave est absolument désocialisé, désacralisé aussi, et l'individu esclave n'est considéré que par son travail, ni par ses liens sociaux, ni par effectivement la parenté, ni par tout autre lien civil possible. Et là, je peux peut-être envoyer un livre récent qui est celui de Paulin Ismar, qui s'appelle « La cité et ses esclaves », qui porte sur ce qui est une réflexion en fond sur l'institution de l'esclavage dans la cité athénienne. C'est que cette institution donc ancienne et très répandue permet de faire du travail un objet donc transférable que l'on peut posséder, que l'on peut déplacer, que l'on peut concentrer à certains endroits, et donc qui est en quelque sorte libéré des liens sociaux et de la société à laquelle cet individu appartient. Et alors cette libération, il y a un lieu, un moment où ça intervient, et ça aussi vous le montrez en tant que changement, parce qu'évidemment les Européens ne sont pas les premiers esclavagistes, les Européens de l'époque moderne, il y a des grands empires esclavagistes et des civilisations esclavagistes à travers toute l'histoire, mais vous montrez qu'il y a quelque chose qui change, notamment au moment où les Portugais commencent à investir les îles de l'Atlantique proches de l'Afrique, Saint-Thomé par exemple, dans les années 1470-1480, il y a quelque chose qui se produit, qui fait qu'on va entrer dans une autre conception, une autre utilisation de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez dire en quoi, à partir de ce moment-là, finalement, la pratique esclavagiste de ce qui va devenir l'Europe moderne se différencie, mettons, de ce qui était l'esclavage, la traite, qui va longtemps exister dans le monde arabo-musulman, qui a pu exister dans beaucoup de sociétés anciennes. Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Oui, il y a une caractéristique de l'esclavage européen moderne. Et c'est aussi ce qui va faire ensuite la caractéristique de la race et de la violence raciale que l'on connaît encore aujourd'hui. Cette caractéristique, c'est que l'esclavage, qui est une institution qui accompagne, disons, la plupart des grands empires, la plupart des sociétés en expansion, dans des dynamiques de conquête, eh bien là, l'expansion de l'empire européen, on pourrait parler comme ça, de période des grandes découvertes, etc., eh bien, cette expansion qui s'appuie sur l'esclavage se fait dans une articulation très forte avec le capitalisme, l'économie capitaliste. Et d'où un renforcement, un décuplement de ce procédé dont on vient de parler, qui va non seulement libérer le travail, mais aussi libérer les terres, libérer les corps, et que cette libération, entre guillemets, permet de développer des entreprises qui sont absolument inédites dans leur efficacité économique, dans leur rationalité économique, et c'est le cas de la plantation esclavagiste, qui est atlantique, je veux dire, qui est mise au point, disons, par les Portugais à la fin du XVe siècle, notamment dans l'île de São Tomé. Et alors, c'est lié aussi au fait que, pour la première fois d'une certaine manière, cet esclavage, il est aussi, vous employez le terme de délocaliser, vous faites une comparaison finalement avec les délocalisations contemporaines dans le monde industriel, en disant que c'est ce découplage du lieu de production qui, d'une certaine manière, va donner au système son essor. Oui, c'est-à-dire qu'à São Tomé, les Portugais réalisent une espèce de... C'est un peu cynique d'employer l'expression, mais c'est un espèce de coup de génie. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils s'affranchissent, justement, d'à peu près toutes les contraintes qui pesaient jusqu'alors sur la production et sur le développement. Ils cherchent à vendre plutôt du sucre sur le marché européen, parce que c'est une marchandise de forte valeur ajoutée. Ils partent au large de l'Afrique, disons, à la recherche de ce sucre asiatique, et puis finalement se rendent compte que, après tout, ils pourraient très bien produire eux-mêmes du sucre. Ils n'en ont jusqu'à présent les conditions ni climatiques ni productives, parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre ni technique, mais en colonisant cette île de São Tomé, en y installant une plantation sucrière, et en s'approvisionnant en esclaves sur la côte africaine, eh bien, ils se sont émancipés
des contraintes de distance, des contraintes climatiques, des contraintes démographiques surtout, puisqu'ils ont accès à un marché du travail qui est très abondant, avec les traites existantes à ce moment-là sur la côte africaine. Et donc, il n'y a plus de limite, disons, à l'expansion de leur activité et de sa commercialisation. Alors dès lors naît une économie de plantation, un modèle en quelque sorte de la plantation sucrière, un modèle qui est à la fois similaire pour les différents pays européens qui participent et en même temps avec des nuances, avec des particularités. Vous montrez par exemple, à la suite évidemment d'autres travaux, que entre ce que font les Portugais, les Hollandais, les Britanniques, les Français, il y a un certain nombre de nuances. Vous montrez par exemple que dans le cas français, le pouvoir royal joue un rôle qui n'est pas le même que pour d'autres pays. Est-ce qu'on peut peut-être présenter de manière sommaire un petit peu ces différentes voies, à la fois dans ce qu'elles ont de commun et peut-être dans ce qui les distingue? Oui, c'est très important dans l'histoire en fait de la construction de l'État moderne, parce que l'entreprise coloniale portugaise et espagnole au XVIe siècle porte déjà ce caractère double en fait, d'à la fois produire des marchandises et les importer sur un marché européen, et ce sont les couronnes, les royautés qui sont porteuses de ce projet, et en même temps, rapidement, sont engagés dans un projet de colonisation, donc d'occupation de l'espace, de gestion des populations, etc. Et donc un projet d'État. Et cette double casquette, en fait, va être portée différemment selon les étapes, selon les époques et selon les couronnes en question. Et c'est vrai que le cas français est très emblématique, puisque dans ce cas, c'est un peu ce qu'on peut appeler le mercantilisme, en quelque sorte. L'État est à la fois colonisateur, mais il est lui-même l'entrepreneur. Hein. Il est le super gérant d'une super plantation qui aurait des succursales de part et d'autre de l'Atlantique, etc. Gérant, oui, on pourrait dire comme ça, à la fois la traite d'esclaves, la production, la commercialisation, la fiscalisation, etc. Et ce qui le conduit d'ailleurs, cet État, à légiférer, à réglementer, et c'est notamment dans cette période du XVIIe siècle qu'émerge ce qu'on a coutume d'appeler le Code noir, associé à la date de 1685. Alors, c'est aussi un texte important parce que, à travers ce texte, une codification juridique de ce qui était au départ un processus plus ou moins improvisé dans le cadre des explorations du capitalisme naissant, là, ça va s'institutionnaliser davantage. Oui, le texte du Code noir est fondamental parce que c'est la première fois, ou c'est un des textes les plus aboutis, disons, qui institutionnalise ce principe de la plantation esclavagiste et qui engage un État, justement, qui engage des règlements, une application de la loi, etc. Et qui va, donc c'est au tout début de l'histoire de la plantation atlantique française, c'est ce qui met en œuvre même ce projet donc, aux Antilles à la fin du XVIIe siècle, et qui va utiliser un vocabulaire aussi, qui est celui du vocabulaire commerçant atlantique de l'époque, avec le terme de noir, de nègre, va légiférer sur le droit des uns et des autres. Mais enfin, il faut aussi rappeler que ce code noir, et ça on l'entend pas toujours, il est d'abord écrit à destination des planteurs. C'est une espèce de manuel contraignant par la loi de ce que peuvent faire et ne pas faire les planteurs qui ont la mission de colonisation et de production dans les Antilles au nom du roi. Il faut notamment se conformer au christianisme, ça fait partie des éléments structurants de ces plantations européennes à l'époque? Je crois que la question de la religion à cette époque, au XVIIe siècle, n'est pas centrale. Voilà, il y a bien sûr un contexte, évidemment, où la question religieuse, on va dire, métropolitaine est fondamentale, et elle a des répercussions sur, notamment c'est ce qui est présenté en introduction du Code noir, le premier article est consacré à la question religieuse, mais fondamentalement, à cette époque, l'économie atlantique, portée par les couronnes, portée par des administrations royales, se sont également libérées de la question religieuse, je dirais. Et c'est un des aspects de cette émancipation, c'est que bien que la croisade, enfin les conquêtes européennes étaient justifiées par un principe de croisade religieuse, ça n'est plus le cas au XVIIe siècle, déjà plus le cas.
Alors, on a parlé de code noir, vous avez aussi employé le mot de nègre, et vous dites dans l'introduction, et le titre du livre évidemment le montre, que c'est un mot central. Est-ce qu'on peut faire l'histoire de ces mots et de ces catégories, et de leur emploi? Vous dites dans l'introduction qu'aujourd'hui, traiter quelqu'un de vilain, ce qui renvoyait à un travail dur d'un paysan médiéval, n'est pas évidemment quelque chose qui poserait problème, et évidemment le terme de nègre n'a pas du tout la même charge. Alors est-ce qu'on peut faire l'histoire de ce terme, et peut-être dire pourquoi il est au centre de votre questionnement? Alors, l'histoire du mot, c'est ce qui m'a permis de commencer ce récit, en fait. C'est en me questionnant sur la chronologie de ce mot et son sens. Et là, c'est assez net, puisque le mot nègre en français, il vient du portugais, negro, et il va désigner, à la fin du XVIe siècle, les esclaves qui sont vendus par les Portugais aux Amériques. À un moment où, notamment la colonie brésilienne, la colonie du Brésil, change de son système productif et va faire intervenir massivement la traite africaine pour produire du sucre donc, sur le littoral brésilien. Et donc, les Portugais entament une filière, mettent au point une filière de traite atlantique très importante, massive, à partir de cette date. Et donc, à ce moment-là, le mot négro va désigner aux Amériques les esclaves. Les esclaves qui ne sont plus des Indiens, mais cette fois des Africains. Et cette conjoncture, en fait, produit une espèce de métonymie, cristallise une association, disons, durable entre le mot esclave et noir, et c'est ce mot-là qui est traduit en français, en espagnol c'est le même terme, mais en flamand, en anglais, etc. Et donc quand on utilise le mot nègre, et dans les sources on trouve bien sûr aussi le mot noir, c'est l'équivalent, mais quand on utilise le mot nègre, on désigne précisément le moment où il y a une équivalence stricte entre Africains et esclaves. Cette équivalence, en même temps, elle n'est pas totalement tenable dans la mesure où les lignes de couleur, vous le montrez aussi, notamment d'ailleurs au moment du Code noir en 1685, ne sont pas parfaitement tracées, puisqu'on peut changer de statut, les catégorisations sont encore relativement mobiles, ça va se durcir, notamment parce que à la génération suivante, certains esclaves affranchis ou leurs enfants étant affranchis, eh bien ça vient perturber cette équivalence stricte esclave-noir. Il y a des noirs qui ne sont pas esclaves, du coup, la couleur prend peut-être plus d'importance à ce moment-là? Oui, alors c'est là que le mot nègre va être utile, parce qu'il désigne une réalité mobile, active, qui est sans cesse à saisir dans les situations, les interactions sociales, puisque très vite, très rapidement, dans ces régions de plantation, va se poser le problème d'une distinction entre les esclaves, les nègres, qui étaient appelés les nègres, les noirs, et la population générale, qui est effectivement rapidement diverse, métissée, pour de multiples raisons, et qui fait partie de la dynamique de toute société, même esclavagiste. Et donc, le mot nègre va plutôt être utilisé pour renvoyer à la condition esclave, notamment dans les situations où c'est pas forcément très clair. C'est pas forcément évident. Par exemple, les enfants que les maîtres ont avec leurs esclaves, qui vont rapidement être une partie de la population des Antilles, eh bien, pratiquement c'est à eux qu'il faut adresser ce qualificatif de nègre, parce que eux, par leur origine biologique, leur ascendance blanche, eh bien, il faut les renvoyer à leur condition de nègre. Et ce mot et sa charge négative dont on parlait tout à l'heure, elle vient précisément de cette période extrêmement traumatique par sa violence, qui correspond à une situation où justement l'institution de l'esclavage ne suffit plus à distinguer qui est esclave, qui ne l'est pas, qui est exclu de l'humanité, qui ne l'est pas, qui est parent et qui ne peut pas être parent. Et c'est à ce moment-là, donc après, au cours d'un siècle de plantation, donc jusqu'à la fin du XVIIIe, que se construit le sens du mot nègre, qui est aujourd'hui encore, qui comporte aujourd'hui encore cette charge violente. Il nous rapporte à cette période où il était une violence, disons, en soi, de vocabulaire, pour ramener les individus à leur statut d'esclave, justement lorsqu'elle était ambiguë.
Alors vous avez parlé de violence, ça renvoie aussi au choix d'écriture de votre livre. C'est un livre original parce qu'il associe des passages relativement abstraits qui manient des concepts anthropologiques, des questions juridiques sur la propriété, le travail, etc. Et puis des passages où vous faites recours aux sources, vous laissez parler des acteurs, des actrices de l'époque. Vous citez notamment dans ces chapitres centraux autour du thème de la plantation et des esclaves qui y vivent et qui subissent des violences. Ça a été un choix de mettre en avant un certain nombre de sources. Oui, parce que je pense que c'est la troisième dimension qu'il faut introduire quand on veut définir le racisme et notre rapport à l'esclavage. C'est qu'il y a, en dehors de l'analyse économique qu'on peut faire ou de la dimension anthropologique que j'ai évoquée, il y a aussi, je dirais, un aspect presque psychologique, psychique, je ne sais pas comment le désigner exactement, mais qui vient, pour moi, de l'expérience intime de cette violence liée à la plantation esclavagiste, à la société de plantation, et qui a une épaisseur de plus d'un siècle, enfin 2 siècles, disons, et qui est une expérience où la violence s'est accumulée, s'est décuplée, a été en quelque sorte exponentielle. Et il s'agit bien d'un traumatisme qui est à la fois collectif, qui est à la fois dans la mémoire de nos sociétés, et qui est extrêmement intime. Donc je crois que quand on lit les sources et qu'on voit ces scènes de violences terribles, des choses inimaginables que même le cinéma hollywoodien n'a pas réussi à mettre en scène, on reprend contact avec ce trauma et ainsi on peut avancer sur ces questions. Et quand vous dites on reprend contact avec ce trauma, c'est sur le plan individuel ou c'est en tant que société? Quel rôle vous assignez finalement à ces dimensions psychologiques dans votre travail, dans ce que vous mettez en avant? Je pense que le travail d'histoire est aussi un travail intime, c'est-à-dire que il y a une mémoire collective, il y a peut-être aussi des histoires individuelles que chez beaucoup de personnes, parfois ignorées, parfois très connues, notamment les personnes qui subissent aujourd'hui le racisme voient très bien cette connexion violente qui a été héritée de génération en génération, y compris chez les descendants de bourreaux, chez les descendants de maîtres, il y a aussi la transmission d'une mémoire qui est tout à fait intime. Et donc le travail de l'historien, c'est aussi de le mettre en perspective pour l'évoquer et pour le dépasser, bien sûr. Alors ces situations violentes, vous montrez d'une certaine manière qu'elles sont elles-mêmes intenables. C'est-à-dire que cette violence ne suffit pas à maintenir stable un système qui, par nature, par définition, ne peut pas l'être. Et ça nous amène donc à la fin du XVIIIe siècle, au moment d'une crise relativement généralisée de ces systèmes de plantation. Il y a un moment emblématique que vous mettez en avant, et dont vous soulignez l'importance, c'est la grande révolte de Saint-Domingue, mais qui est finalement l'illustration d'un phénomène plus large, qui est que ces systèmes deviennent intenables à la fin du XVIIIe siècle. Alors pourquoi et comment ça se traduit? Pour les mêmes raisons qu'on a évoquées au début, c'est-à-dire que dès lors qu'une économie repose sur le travail d'une population qui majoritairement ne peut pas être parent, c'est-à-dire au fond à qui on n'attribue pas la possibilité de reproduire les générations, que tout le système, et ça c'est le cas des plantations américaines, tout le système, tout le territoire, disons, est occupé par des individus qui sont impliqués dans le système esclavagiste, eh bien, il n'y a pas, ça ne fait pas société. Ça ne fait pas société ni pour les esclaves, et ça c'est le principe aussi économique, c'est-à-dire que le renouvellement de la main-d'œuvre, il est assuré par définition par le marché, c'est-à-dire par la traite, à un rythme d'ailleurs beaucoup plus rapide que les rythmes démographiques, puisqu'on achète des esclaves tous les ans ou tous les 2 ans pour gérer le stock de main-d'œuvre, enfin de travail plutôt. Et d'autre part, la société des maîtres, ou des planteurs, ou des colons, elle-même a beaucoup de mal à se renouveler, à se reproduire. Les familles se reconstituent ou se constituent difficilement dans les Antilles. Souvent, les hommes partent seuls, ou bien envoient ensuite leurs enfants en métropole. Voilà, donc il y a une espèce d'impossibilité de faire société dans cette région. Et surtout, cette impossibilité qui est encore plus menacée par la violence qui est propre à l'esclavage et au travail forcé. Et là, il y a vraiment quelque chose d'explosif, et je crois que c'est important de montrer, parce qu'on a on a une importante bibliographie sur ces régimes de plantation, ces sociétés de plantation, et c'est tout à fait important. Mais souvent, le lecteur ne s'imagine pas
la progressivité, disons, la dynamique assez rapide d'un système qui est effectivement très instable. Entre le Code noir et la révolte des esclaves à Saint-Domingue, voilà, c'est très rapide. Et puis, c'est évident que la vie sur une plantation à la fin du XVIIIe n'est pas la même qu'au début du XVIIIe, tout simplement. Parce que depuis, il y a eu 3, 4, 5 générations de violences, de rapports sociaux complètement détruits, destructeurs. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui s'accumule assez rapidement. Et puis le nombre d'esclaves a doublé, parfois triplé. À Saint-Domingue, on arrive à près de 500 000 personnes au moment de la Grande Révolte. Alors, cette révolte, elle est bien connue, hein, il y a une bibliographie importante. Quel rôle vous lui donnez dans votre argumentation, dans le basculement qui va s'opérer fin 18e, début 19e, entre l'esclavage et puis la race en aval, hein. Il y a un point de bascule dans votre manière de construire les choses. Quel rôle tient la révolte de Saint-Domingue dans cela ? C'est un événement fondamental. C'est un événement central dans l'histoire moderne, contemporaine. C'est facile de l'associer, bien sûr, à la Révolution française, mais aussi à la Révolution des États-Unis, enfin l'indépendance des États-Unis. Mais c'est le moment où finalement le système esclavagiste s'écroule de lui-même, je dirais, hein, parce que justement pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Et donc cette révolution, elle oblige les élites qui tiennent ce système esclavagiste, qui sont, je le rappelle, des élites absolument centrales dans l'économie européenne et dans la politique européenne. Ils ne sont pas du tout dissociés du pouvoir, en fait, en Europe. Eh bien, ces élites sont face à l'échec, disons, programmé presque, hein, attendu, de ce système esclavagiste. Et en même temps, ces foyers révolutionnaires, cette dynamique révolutionnaire, posent un petit peu partout, en tout cas en France et aux États-Unis, la question de l'égalité, la liberté et l'égalité naturelle entre les hommes. Et c'est cette négociation très difficile pour ces élites, justement, qui sont aussi des esclavagistes, qui sont parfois des philosophes, des hommes politiques engagés, mais qui ont aussi affronté la question de l'esclavage, parfois dans leur propre plantation, hein, et d'une certaine manière doivent résoudre ce paradoxe de que va-t-on faire des esclaves et que va-t-on faire surtout des esclaves libérés, si tant est qu'on applique l'abolition qui est envisagée à ce moment-là. Alors cette période, la période des révolutions démocratiques, c'est aussi une grande période de reformulation juridique, c'est la période où naît le code civil napoléonien en France, c'est la période où on commence aussi à classifier les gens en fonction de leur propriété pour savoir qui vote, qui ne vote pas, dans les suffrages censitaires qui naissent dans les années 1800-1820, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Et du coup, c'est aussi une reconfiguration des inégalités. Finalement, le libre et le non-libre n'est plus le principal instrument de ce partage entre le parent et le non-parent que vous évoquiez. Oui. Il se passe quelque chose de très important dans ces sociétés de l'égalité, ces sociétés de la démocratie qui sont en gestation, disons, c'est de devoir redéfinir, au fond, le statut de parent, c'est-à-dire une redéfinition profonde, anthropologique, des sociétés européennes. Et à ce moment-là, ça va dans plusieurs directions, il y a plusieurs aspects. C'est vrai que la question de la propriété va être fondamentale, la liberté naturelle, des éléments qui sont très connus, hein. Mais au fond, cette redéfinition, qui est une question à la fois politique, philosophique, très importante, elle est tiraillée ou elle est empêchée, entravée par des réalités qui sont beaucoup plus triste et beaucoup plus tiraillé, oui, c'est-à-dire l'impossibilité pour les Européens et pour les Européens en situation coloniale d'admettre l'égalité, ou disons d'admettre leur parenté avec les anciens esclaves, avec le nègre, justement, avec ce que désigne le mot nègre. Et c'est cette impossibilité qui est souvent, qui n'est pas toujours très explicite d'ailleurs, qui va conduire à, en fait, tout simplement l'idée de blanc. L'idée de blanc qui est implicite, enfin, pas toujours, parce qu'on trouve par exemple dans l'application du Code civil aux colonies en 1805 le terme de blanc qui est explicite et qui sert justement à distinguer les citoyens blancs des autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête, hein. La France est
une nation qui a mis en œuvre une législation explicitement raciale à ce moment-là. Et donc, cette invention du blanc, elle repose sur l'idée que, au fond, seul comment on accède en fait à la catégorie de blanc, à la catégorie au fond de propriétaire, de libre, de parent, eh bien c'est en étant fils de blanc. Et donc à ce moment-là, on verrouille complètement l'accès à la citoyenneté, à un statut de parent, à un statut d'égal, eh bien à toute la population non blanche. Donc ça concerne avant tout à cette époque les nègres, les esclaves, les affranchis, les libres de couleur, etc. Et cette notion-là, elle va s'étendre, on va dire, pratiquement au reste de la population mondiale au XIXe siècle. Alors avant de voir cette extension, peut-être une petite parenthèse pour évoquer quelque chose qui est là aussi peu connu en France, c'est aux États-Unis le fait que on n'arrive pas à concevoir qu'on puisse vivre avec des Noirs libres. Et du coup, les premiers abolitionnistes américains envisagent plutôt de les ramener en Afrique. C'est le projet de la colonisation de l'Afrique, c'est la naissance du Libéria, un État africain dans lequel on imagine que finalement on sera débarrassé du mal qu'est l'esclavage, parce que beaucoup de gens sont sincèrement contre l'esclavage, mais en même temps on n'envisage pas une société mixte, et donc il faudrait ramener les Africains en Afrique. Oui, il y a cette impossibilité qui est très forte aux États-Unis de concevoir une société démocratique, mais sans admettre que des Noirs peuvent y participer, conduit effectivement à cette idée que la nation des États-Unis doit vivre sans l'esclavage, mais surtout sans les esclaves. Et sans les esclaves, génération après génération. C'est-à-dire que finalement, les affranchis, enfin, c'est une époque où existe encore l'esclavage, hein, les affranchis ne sortent jamais de leurs conditions d'anciens esclaves. Alors oui, donc les premiers projets, ou disons entreprises de colonisation, c'est-à-dire occupation d'un territoire, exploitation avec une administration coloniale, etc., en Afrique de l'Ouest, qui préfigure au fond la grande colonisation de la dernière partie du 19e, ce sont effectivement des projets qui visent à envoyer les anciens esclaves, les affranchis. Alors par exemple, justement les Noirs qui ont participé à la guerre d'indépendance des États-Unis du côté des Anglais. Les Anglais vont récompenser, entre guillemets, ces soldats en les installant libres dans leur colonie africaine. Et voilà, et donc on peut dire, oui, c'est une première étape, disons, d'un regard sur l'Afrique de ces colons européens ou américains, qui est leur solution à l'impossibilité de l'égalité dans leur société. Alors deux autres questions sur ce contexte des années en gros 1800 à 1840 que je trouve assez fascinant. Une première qui concernerait le rôle des savants dans ces reformulations. Vous montrez que c'est notamment autour de ce moment-là que des sociétés d'ethnologie, d'anthropologie se réunissent, discutent de ce que peuvent être les groupes humains. Est-ce que c'est à ce moment-là que se cristallise la race telle qu'elle sera ensuite employée pendant plus d'un siècle ? Oui, parce que alors là, il y a beaucoup de débats et de discussions historiques très intéressantes sur la question du mot race lui-même. Hein. Qu'est-ce qu'il désigne, quand est-ce qu'il apparaît, qu'est-ce qu'il signifie, etc. Alors, le mot race, justement, il a une longue histoire, depuis la fin du Moyen-Âge, je dirais, et il a pris à peu près tous les sens qu'on peut lui prêter. Il a même jusqu'à la fin du 19e beaucoup de synonymes. C'est un équivalent du mot peuple, tradition. La lignée. Voilà. Et donc, il dit effectivement tout et son contraire, hein, parce que la lignée, c'est plutôt pour désigner des lignées aristocratiques et sans tache, justement. Alors, les années 1830-40, c'est le moment où le mot race va être utilisé pour exprimer une espèce de théorie, mais en fait, c'est pas vraiment une théorie, parce qu'elle ne comporte ni hypothèse ni démonstration, mais qui vient se poser là dans le monde savant comme un mot valise qui ne serait jamais explicité, mais qui prend un sens, plus ou moins le sens du mot peuple ou le sens du mot nation, qui va permettre de développer la théorie que l'humanité est divisée, composée d'un certain nombre de races qui que l'on pourra ensuite hiérarchiser. Voilà. Donc le mot race au sens du racisme scientifique qui a justifié
les théories racistes, les théories raciales au XXe siècle, eh bien, il date de cette époque et il est disons, institutionnalisé par un monde savant qui, en fait, est aux prises très directement avec la question de l'abolition de l'esclavage. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, notamment en France, cette séquence très particulière où les mêmes savants qui sont parfois eux-mêmes à la Chambre des députés en train de discuter des modalités de l'abolition font autour du mot race et de la question de la cohabitation de la race noire et de la race blanche à la fois œuvre scientifique, enfin pensent en tout cas le faire, et débat parlementaire pour régler la question des colonies françaises. Et au moment où on règle cette question sur le plan juridique, on la règle autour de 1848, c'est aussi le moment, même un petit peu avant, où on prend conscience, vous le dites, d'un marché du travail global qui ne se limite plus à la seule question des esclaves, puisque les esclaves, on comprend que c'est plus tout à fait rentable ou tenable, mais en même temps qu'il y a des réserves de main-d'œuvre, alors dans des territoires à coloniser, l'Algérie ça commence à l'époque, dans les faubourgs des grandes villes, puisque la question sociale émerge, et puis même dans les campagnes surpeuplées de certaines régions, on dit finalement pourquoi pas utiliser ces populations pauvres pour peupler. Donc d'une certaine manière, ce changement de paradigme autour de l'esclavage, il accompagne aussi un changement de rapport au marché du travail avec, là pour le coup, l'industrialisation qui démarre pleinement en Europe même et plus seulement dans ces plantations atlantiques. Oui, en fait, dès la fin du XVIIIe, dans les sociétés esclavagistes, dans les colonies esclavagistes, y compris ceux qui en sont les principaux acteurs, se rendent compte des limites du système, parce que la traite est extrêmement coûteuse, parce qu'il y a eu des conflits qui ont empêché à certains moments la livraison des esclaves, etc. Et donc dès la fin du XVIIIe, et notamment l'Angleterre, et la France, opère un retournement du projet colonial vers l'Asie, vers l'Est, disons. C'était beaucoup aux Amériques, et puis il y a une autre approche, disons, du projet colonial qui n'est plus cette fois fondée sur la traite, ni même sur l'esclavage, parce qu'on sent déjà les limites, y compris morales, de ce système, mais un projet qui est, disons, nourri par la théorie libérale économique, effectivement très rapidement soutenu par la révolution industrielle et l'essor de la production. Et à ce moment-là, la logique de la plantation atlantique va céder le pas face à un projet qui est beaucoup plus simple, c'est d'aller produire là où il y a des fortes populations, des fortes densités de population, une main-d'œuvre disponible, peu chère, et qu'on va pouvoir mettre au travail sous d'autres modalités, qui sont notamment celles de la colonisation que l'on connaît. Et du coup, la colonisation, en retour, a besoin de s'appuyer sur les catégories raciales qui ont été élaborées lorsque l'esclavage n'était plus tenable dans le monde atlantique. C'est-à-dire qu'il y a un double déplacement, un déplacement géographique et dans les conceptions du travail, mais aussi un déplacement idéologique qui fait que ce qui a été élaboré pour justifier les coupures entre les libres et les esclaves dans le monde atlantique va finalement resservir sous une autre forme ou resservir sous d'autres modalités à définir qui a des droits, qui n'en a pas, qui est le citoyen, le métis, l'indigène dans les colonies. Oui, l'idée même de race permet ce transfert de sens, de fonction même, entre l'esclavage et les politiques coloniales qui ont pour objectif la production dans le monde. Et effectivement, avec cette possibilité de l'étendre, non pas simplement aux nègres, mais à tout groupe, toute population dont on entend exploiter le travail ou déplacer, avec aussi quelque chose de plus complexe, c'est que dans ce projet colonial européen, il y a aussi l'idée, la nécessité d'occuper des espaces, de peupler des espaces. Et pour peupler des espaces, il faut quand même imaginer que ces populations vont se reproduire sur place, qu'ils vont s'installer, fonder des familles, etc. Et donc leur attribuer quand même une certaine l'attribut de parents, voilà. Et dans ce projet colonial européen, on va voir une diversité de statuts qui sont attribués dans les politiques coloniales selon que l'on attend que les individus s'installent comme colons. Donc en Algérie par exemple. Voilà, exactement. Donc là, notamment les classes populaires françaises qui sont envoyées en Algérie pour coloniser. Avec des offres de terre, avec des incitations à partir. À s'installer, etc. Et puis d'autres populations dont on va
dont l'intérêt est de les déplacer. On va vouloir les déplacer. Alors celles-là, ce sont non pas des esclaves parce que l'esclavage était aboli, mais ils sont libérés, disons, comme l'esclavage libérait le travail, ils sont libérés de leur société d'origine pour être déplacés, pour travailler dans telle ou telle plantation. Et alors ça, c'est un point notamment qui est peut-être relativement peu connu dans le grand public, alors que les historiens l'ont maintenant travaillé depuis un certain nombre d'années. C'est tout ce qu'on appelle l'engagisme, le travail sous contrat, indentured servitude en anglais, etc. Autrement dit, des modes de travail qui sont ni le pur salariat d'un marché du travail libéral, ni l'esclavage défini tel qu'on l'a vu, mais finalement des sortes de situations intermédiaires, de zones de transition. On peut penser par exemple aux coulis chinois qui ont été amenés à construire les chemins de fer aux États-Unis, ce type de choses. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être un instant sur cette modalité particulière, à partir du milieu du 19e siècle en gros, du travail qui est l'engagisme, ce type de choses? Ce sont des modalités du travail qui correspondent mieux justement aux projets coloniaux qui sont en train de se développer. Et on pourrait dire assez crûment que voilà, l'engagisme, c'est une espèce d'esclavage en CDD. On garde la fonction, l'attribut du travail esclave, puisqu'on dispose du travail de telle ou telle personne, mais voilà, ça ne fait pas de lui un esclave à vie qui serait... il a une durée déterminée. Bon, alors, dans la réalité, beaucoup ne survivent pas au contrat de travail qu'ils ont été obligés, forcés à signer d'ailleurs. Et donc on peut dire que la condition de l'engagé n'est pas forcément bien meilleure que celle de l'esclave. Cela dit, il y a quand même un changement dans le statut. Mais ça fait réfléchir sur, y compris le travail salarié moderne, c'est-à-dire que cette libération du travail qui correspond aux besoins, aux enjeux d'une entreprise de production coloniale, eh bien, elle invente également la condition du travail libre, au sens là commun qu'on emploie aujourd'hui. Et le 19e siècle montre toutes ces situations intermédiaires où, justement, la liberté du travailleur, c'est à double sens. Alors il y a un avatar qui est évidemment pas le dernier, mais qui est frappant de cela dans les années 20, lorsque au lendemain de la Première Guerre mondiale, en France, éclate un scandale, et d'ailleurs le fait que ça fasse scandale est peut-être aussi en soi révélateur. Le scandale dit des bonnes antillaises. Alors là j'ai découvert ça en vous lisant. Est-ce que vous pouvez dire de quoi il s'agit, et finalement ce que ça reflète, là encore, des mutations à la fois du travail et puis des catégories mentales qui racialisent ce travail à l'époque? Oui, alors en fait, j'ai découvert moi aussi ce cas des bonnes antillaises qui m'avait beaucoup frappé et qui en fait est très emblématique du fait que ces catégories raciales, ces catégories de travail en fait, ont une longévité assez exceptionnelle, et y compris quand elles viennent servir, disons, des projets d'émancipation de l'Europe contemporaine. Et là, il s'agit de l'émancipation de la femme au XXe siècle, après le conflit donc, de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une femme qui, avocate, je crois, de profession, qui souhaite résoudre une question cruciale après le conflit, qui est à la fois d'assurer donc la démographie française après les grandes pertes que vient de subir la nation, et en même temps de poursuivre cette émancipation de la femme qui avait été engagée notamment par le travail des femmes pendant la guerre. Et cette difficulté, elle va être palliée dans le projet de cette avocate par l'importation, on peut vraiment utiliser ce terme, de domestiques, alors des bonnes donc venues des Antilles. Elle va monter une compagnie d'importation pour faire venir ces personnes avec des contrats de travail qui sont en fait, on se retrouve rapidement dans des situations de travail forcées, avec un vocabulaire aussi qui est employé par tous ceux qui sont en jeu dans ces histoires, qui est comparable au XVIIIe siècle antillais, d'ailleurs qui y fait référence. Et donc finalement, ça pose une question très importante, puisque cette émancipation des femmes européennes, en tout cas d'une certaine classe sociale évidemment, elle repose quand même sur la persistance de ces catégories de travailleurs, de travailleuses qui sont directement à mettre en relation avec l'esclavage.
Et alors ça fait quand même scandale, ce qui montre au passage qu'il y a aussi, malgré tout, une évolution des perceptions, notamment le monde savant qui soutenait finalement la classification raciale, s'est mis aussi, pour certains d'entre eux, à le critiquer, des sociologues, des anthropologues en viennent à mettre en doute la question de la race, ou à la lire de manière critique. Vous citez notamment le grand sociologue américain, africain-américain, W.E.B. Du Bois, qui explique que la ligne de couleur, ou la question de la ligne de couleur, sera le grand problème du XXe siècle, et qui est l'un des premiers à porter ce regard très critique finalement sur ces classifications raciales du monde. Donc c'est aussi le signe que là, ce système-là lui-même trouve une forme d'épuisement idéologique en tout cas. Pour le monde savant était, bon, bien sûr, majoritairement blanc, mais pas que. Et donc évidemment, les savants, disons, non blancs qui ont participé au débat scientifique et à la construction d'un savoir ont été les premiers à utiliser le raisonnement et le raisonnement scientifique pour mettre en évidence l'impasse théorique et surtout la gravité politique de cette idée de race. Mais donc effectivement, notamment Dubois et d'autres, il y a par exemple Julian Moreira au Brésil, psychiatre aussi du début du XXe siècle, qui avait fait démonter la théorie raciale de façon précoce. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est que le racisme scientifique, qui a éclos dans le monde savant dans les années 1830 en Europe, est le même qui va quand même petit à petit aller au bout de ce raisonnement inepte, qui est celui de la race, et démontrer que, voilà, en tout cas sur le plan scientifique, ça ne tient pas la route. Mais c'est assez tardif, et on voit bien comment ces acteurs-là sont aussi pris eux-mêmes, saisis dans un ordre racial, un ordre global, qui est en partie, je dirais, encore le nôtre, et donc l'impossibilité de faire face à des évidences. Alors, ça a été le cas, enfin, bon, il y aurait plein d'exemples, mais y compris, par exemple, ceux qui vont éclairer ensuite, après la guerre, la déconstruction scientifique de la race, à travers l'UNESCO, etc. Ce sont des auteurs qui, 10 ans avant, disaient oui, enfin, le manque d'intelligence de la race noire est une évidence, mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut les priver de droits, etc. Voilà, des raisonnements comme ça qui sont très proches de ce moment, qui serait celui plutôt de la Deuxième Guerre mondiale, où là, le discours racial, en tout cas sur le plan scientifique, est complètement déconstruit. Alors une dernière question peut-être pour évoquer ce à quoi vous appelez en conclusion, c'est l'idée de se libérer de la race, de se libérer de la fiction nègre, de la fiction blanche qui fonctionne en miroir, et tout en appelant à s'en libérer, vous vous dites aussi dans l'introduction du livre que vous écrivez en tant qu'historienne blanche, que vous vous positionnez de cette façon-là, et donc est-ce qu'il n'y a pas une tension finalement à la fois reconnaître une position sociale inscrite dans un ordre social, racial, etc., et puis dire en même temps que il faut essayer de trouver des manières de s'en libérer, de pas céder peut-être aux essentialisations qui sont très dommageables, hein, que ce soit pour essentialiser le nègre, le blanc, etc. Comment on se place dans cette tension-là ? Je pense que le livre, en tout cas, espère démontrer que la catégorie sociale, historique du nègre et du blanc existe, continue d'exister, et qu'elle est encore active dans les relations sociales, les interactions sociales qu'on a aujourd'hui. Et donc, ne pas le reconnaître, c'est ne pas se donner les moyens de le défaire. Voilà. Et je pense que cette explication, cette utilisation de l'histoire est une manière de le reconnaître, de l'admettre, et de commencer ainsi à le défaire. Et que ce n'est pas en la niant, disons, ou en la supprimant de la Constitution, par exemple, ou en évitant le mot, ne pas dire noir, ne pas dire race, ne pas dire blanc. Je crois que le mot blanc, par exemple, déclenche parfois presque autant de violence que le mot nègre dans un débat. Bien, ça n'est pas parce qu'il est une réalité biologique, bien sûr, mais c'est parce que ça fait partie des catégories sociologiques actives de notre société aujourd'hui. Et donc, autant se pencher sur ce que ces catégories contiennent, ce qu'elles charrient, y compris du point de vue intime
traumatique qui explique aussi la violence de ces relations sociales aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez pour finir un conseil de lecture pour ceux et celles qui nous écoutent, soit pour prolonger cette discussion, soit pour aller dans d'autres directions? Oui, j'ai un conseil qui est pas tout à fait un livre d'histoire, mais qui a la même logique en fait de reconstitution historique. C'est le livre de Malcolm Ferdinand sur l'écologie décoloniale. Disons, j'y pense, mais c'est aussi parce que j'y retrouve en fait cet effort pour placer notre histoire occidentale et dans cette dimension climatique dans une histoire coloniale. C'est aussi le propos de mon livre, et là il y a une force du propos dans le débat sur l'écologie actuelle qui est absolument fondamentale, je trouve. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist, et à bientôt pour un prochain épisode.